Salut Xavier, ravi de te rencontrer, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Bonjour, bah écoute, je vais très très bien, je suis vraiment aussi très heureux de te rencontrer pour cette première fois. Enchanté donc. Donc déjà, merci à toi de participer à cette interview qui me fait très plaisir et qui fera sûrement très plaisir à la commu française aussi qui a beaucoup de questions sur le jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, ton rôle au sein de Rainbow Six? Tu es Creative Director, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais pour le jeu? Alors, en fait, je suis directeur créatif, donc ça veut dire que je pilote tous les directeurs d'un projet, je donne la vision à un projet. C'est ce que j'explique souvent quand on me demande la question sur mon métier. En fait, un jeu, c'est différents corps de métier. Le métier du game design, le métier de la navigation, le métier de l'intelligence artificielle, le métier de l'art, le métier du son, etc. Et puis, bah, moi, en fait, je coordonne et j'arbitre en fait tous ces différents départements, le tout avec une vision préalablement délivrée à l'équipe. D'accord, donc est-ce qu'on est plus par exemple sur le cerveau du jeu ou la colonne vertébrale du jeu? C'est un mix en fait, c'est un in-between, c'est-à-dire que je vais avoir des idées à l'origine, donc il y a Ouais. une forme de cerveau. Siege, c'était typiquement, bah regardez les gars, on va fabriquer une expérience qui est autour du siège parce que ça correspond à l'univers des forces d'intervention. Et puis après, il y a plein de directeurs qui sont plein de cerveaux qui se mettent en puissance, qui vont soutenir ça, aller beaucoup plus loin parce qu'un seul homme peut pas aller à un jeu complet. Et moi, je suis. Et après, je me transfère en colonne vertébrale pour tenir, pour assurer le cap. On déroge pas du siege, on continue de travailler sur ce mot-clé en fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des origines du jeu? Comment vous êtes venu à justement créer Siege? Qu'est-ce qui vous a amené à ça et comment tout ça s'est passé? En fait, l'idée m'est venue avant même de travailler, en partie venait avant de travailler sur le jeu. Je travaillais déjà pour du Tom Clancy au niveau des jeux vidéo, j'ai travaillé pour du Ghost Recon, etc. Donc on est forcé de regarder les autres projets en fait qui font partie de l'univers Clancy. Puis en regardant Rainbow, j'avais déjà un peu analysé le principe. Donc j'avais compris des forces d'intervention. Il y a des héros parce qu'il y a des nations de forces d'intervention, puis ce sont des vraies forces qui sont connues, qui sont différentes de nation en nation. Et puis il y a quelque chose de commun à peu près à tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui s'enferme quelque part à peu près, et quelqu'un de l'extérieur qui essaie de libérer la place. Mhm. Ça ressemble vraiment à un assaut de château en fait. C'est ça. Et puis en fait dans les origines du jeu, je me suis dit, tous les Rainbow d'origine, c'était toujours un groupe qui attaquait une maison avec des gens à l'intérieur, mais ces gens à l'intérieur c'était de l'IA massivement. Et je me suis dit, marche pas en multiplayer, parce que l'IA fait comme si elle savait pas qu'on allait arriver. Or en multiplayer, on sait que l'autre va arriver. Donc on est parti d'un postulat que les deux camps savent qu'il va y avoir un siège, qu'il va y avoir assaut, qu'il va y avoir défense, et on a donné des outils à la défense. On s'est dit, bah, si demain, moi je te dis que ta maison va être envahie par des zombies, je pense que tu vas fermer les portes. Je pense que tu vas pousser des meubles derrière les murs, etc. Tu vois, tu vas te préparer. On a permis, en fait, aux joueurs de se préparer. Ok. Et c'est ça qui fait toute la différence. Puis on avait des doutes au début parce que je m'en souviens quand on avait commencé les premières barricades, Mhm. très vite, des joueurs en interne me disaient mais oui, on va les poser 2-3 fois, puis ça va s'arrêter. Et ouais. Bah oui, peut-être, mais t'as toujours quelqu'un qui en posera une. Et s'il faut la poser, il faut la détruire, etc., etc., etc. Et hop, c'est l'effet crescendo en fait. Ah, mais c'est ce qui fait enfin, c'est ce qui est un réel régal dans ce jeu, c'est que tu as cette histoire de barricade et compagnie, puis après toutes les spécificités de chaque opérateur qui se Oui. combinent les unes entre elles. Et on va pas être sur un jeu où il y a 50 persos disponibles avec chacun son atout ou quoi, mais il y a quand même une réelle importance dans le choix des 5 opérateurs que tu vas avoir dans ta compo et qui font toute la méta, quoi. Enfin, Et ça, c'est quelque chose qu'on va encore faire grandir. Ouais. Vraiment, ouais. C'est-à-dire que ce que je souhaite faire, c'est d'aller chercher beaucoup plus de profondeur encore sur les opérateurs à venir. Avoir de plus en plus d'opérateurs avec des layers et plus de complexité en fait. Mm. Euh, Tu vois, par exemple, Caveira, je prends souvent cet exemple-là, ce qui m'intéressait, c'était de ne plus être affilié seulement à un gadget. C'est la capacité de ne pas faire de bruit, c'est la capacité d'interroger. Donc ça, c'est des pouvoirs qui se stackent, en fait. C'est ça. Même si on sait qu'on a encore des problèmes de balance, etc. sur certains personnages, c'est l'avenir du jeu qui est en train de se sculpter. On va vers ça. Ok, donc ouais, le but à l'avenir, c'est vraiment d'avoir pour les équipes d'attaque ou de défense une grosse réflexion sur la compo qui vont sortir. Ah, c'est exactement ça. Tout le One Life, Mhm. le Ouais. One Life et les opérateurs et la destruction, ce sont les trois paramètres qui sont là pour aller chercher la créativité du joueur. Yes. C'est ça qu'on veut stimuler en fait. Ok. Le joueur, à partir du moment où il a qu'une seule vie, il est obligé de réfléchir.
Il peut plus rush pour désarmer la place. Okay. Il doit être conscient de son level design, donc de la map en cours et la map créée, parce que la map est créée par la destruction, et le combo des opérateurs par-dessus. Et ça, c'est un bouquet explosif pour le cerveau du joueur. On est aujourd'hui à un peu plus de 8 mois de la sortie officielle du jeu. Il y a quelques médias et des youtubeurs, dont par exemple Jean-Baptiste Chaud, dont je souhaite saluer la qualité du travail, qui ont commencé à faire des constats via les retours de la communauté et leurs avis perso. Quel est toi ton ressenti à ce sujet? Comment tu vois le jeu 8 mois après le lancement? Aujourd'hui, il y a le jeu, et puis il y a aussi l'équipe. Le jeu m'a surpris en fait, parce que on l'a sorti, on savait qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'on voulait améliorer, beaucoup de points qu'on voulait pusher, et on s'est rendu compte que le jeu était extrêmement solide, résistant. Tu sais, quand on est en incubateur pendant des mois enfermé dans les bureaux, on se fait une idée, on a des avis, mais c'est tout autre quand tu le lances, et puis on rêvait que ce soit un jeu online qui puisse tenir. Et c'est ce qui est en train de se produire. Aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus solide que ce qu'il était en plus à sa sortie. Il se renforce en plus régulièrement. Moi, je le regarde comme une espèce d'entité vivante. Nous, on travaille autour, mais il est parti. Ça y est, il nous appartient plus. Hein. Aujourd'hui, c'est très agréable. Ouais, c'est ça aujourd'hui le ressenti, quoi. Cette machine est partie. Il y a encore beaucoup de défauts qu'on est en train de corriger, de mettre ça sur plan, mais aujourd'hui, on est assez confiant. D'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de nous dire, il y avait beaucoup de problèmes au lancement qui ont été corrigés, comme les problèmes de matchmaking, le tick rate des serveurs qui était un peu faible, les hitbox qui avaient quelques soucis, le netcode, les glitches. Tout ça a été corrigé plus ou moins rapidement, donc je voulais vous féliciter pour ça, même si certains problèmes ont mis du temps à être réglés. C'est votre premier titre FPS multi d'envergure. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a eu tous ces problèmes et qu'ils ont mis ce temps avant d'être corrigé? Eh ben oui, parce qu'il y a vraiment un apprentissage. Je peux parler de ma propre expérience. C'est la première fois que je fais de la direction créative sur un projet, et encore plus sur un shooter. Il y a beaucoup de choses que l'on apprend. Puis après, il y a aussi une autre chose, c'est la prudence. C'est-à-dire que la correction ne se fait pas à la va-vite non plus. Parce que dans une correction faite rapidement, tu peux faire bien pire que le mal que tu veux soigner. Il faut faire très 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 attention, parce que quand tu as un problème qui touche une partie de la population, c'est-à-dire un certain pourcentage, il faut mieux ne pas générer un problème qui va toucher 100% de la population derrière. Et c'est ça qui est en jeu. Donc quand on commence à toucher un jeu live, on est beaucoup plus prudent que quand on développe en interne. Les phases de test, les phases de vérification sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus exigeantes en fait. C'est ça qu'on apprend, c'est de l'hyper-exigence. Et puis aussi, s'armer de patience. Ça peut être dur pour la communauté, mais si on rush, c'est là où on prend des risques gigantesques. C'est vrai. En général, la communauté a du mal à comprendre les équipes de développement, puisque parfois la communication est faible, pour des raisons X ou Y. Et du coup, par rapport à ça, bon, un peu moins aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que le jeu était délaissé. Il y a un truc, c'est la force du rendez-vous. Ubi n'est pas habitué au rendez-vous. Tu sais, quand on a sorti le jeu, moi ça m'a fait marrer, parce que nous on savait qu'on allait s'installer pour du long terme, et puis qu'on allait sortir des saisons, etc. Et à la première saison, tout le monde nous a regardé genre ouais, de toute façon au bout d'une saison ils vont arrêter. Deuxième saison, c'est c'est bizarre. Troisième saison, on commence à nous dire mais au fait l'année prochaine ça recommence. Tu vois le truc? Et ça c'est la puissance du rendez-vous en fait. C'est pour ça qu'on voulait des rendez-vous. Puis être stable. C'est pour que les gens se disent s'il y a rendez-vous, ça reste en fait. Mais c'est normal qu'au début les gens pensent aussi à un jeu délaissé, parce que c'est vraiment pas dans les habitudes d'Ubisoft de suivre comme ça du très 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 long terme un projet, ce qui est normal. C'est une autre mécanique. Alors, certains joueurs se plaignent du contenu payant, les chibis, les skins d'armes, etc. Mais beaucoup ont un peu tendance à oublier que tous vos DLC sont gratuits. Ce qui en 2016 est plutôt extrêmement rare pour un AAA. Donc déjà personnellement je voulais vous féliciter pour ça. Je trouve que le système économique est bien pensé et équilibré entre la rentabilité pour vous et la liberté du joueur. Vous auriez pu mettre par exemple le GIGN en DLC payant, petite dédicace, et ça n'aurait pas choqué grand monde. Pourquoi ce choix concernant les DLC? Ah ça c'est... alors ça là tu tapes le credo de notre équipe. On est des joueurs hein, avant d'être des développeurs. Moi j'ai toujours détesté le contenu payant qui me sépare de mes amis.
Et on a fait en sorte qu'il ne soit pas là justement, c'est-à-dire que ça a été une bataille, on voulait pas du tout vendre les maps parce qu'une map pour moi ça split la communauté directement. Et puis on n'est pas un géant, on démarre, donc il n'est pas question de splitter la communauté alors qu'on est en train de démarrer les choses, c'est pas acceptable. Tu peux le faire quand tu es gigantesque, tu as des millions et des millions et des millions de joueurs et que tu es numéro 1 du monde, là tu peux te permettre des splits sur d'autres expériences, mais pas quand tu es en train de lancer un produit. Puis même de toute façon, même je pense que cette philosophie serait gardée même chez nous, même si le jeu devenait numéro 1 au monde, c'est pas ce que j'aimerais faire. En tout cas, je voudrais vraiment garder toujours le vivier des gens entre eux, et donc pour que on puisse s'asseoir après la rentabilité de l'équipe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent derrière, on a décidé en tout cas de vendre ce qui n'est pas nécessaire, tu vois, ce dont tu peux te passer en fait. Voilà, c'est juste des trucs pour que les joueurs se fassent plaisir, qui ne les regardent Exactement. que eux et qui les empêchent pas de faire quoi que ce soit avec leur Exactement. Ok. Petite question maintenant par rapport à justement ces DLC, et notamment concernant Skull Rain. Kavera semble un peu délaissé car trop peu utile. Est-ce que vous avez pensé à un buff la concernant? À l'inverse, Capitao s'est rapidement imposé comme un must-have quasiment des compos d'attaque. C'est un peu l'homme à tout faire en solo, à tel point que la méta, qui était quand même avant très favorable à la défense, s'est inversée pour offrir plus de facilité à l'attaque. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors là, quand on a deux personnages qui viennent d'arriver, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on a des périodes de jachère. Quand on sort un nouveau produit comme ça, on fait attention à leur méta. On va s'assurer surtout qu'ils ne la brisent pas totalement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le jeu est brisé totalement. S'il peut y avoir un débalancing, c'est pas trop grave. En fait, on l'observe, puis on va en fait lui laisser un temps d'observation avant d'agir sur ces opérateurs-là, parce que ce qui se passe, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que arrivent d'autres modifications, arrivent d'autres opérateurs qui peuvent être les compléments un tel et un tel et un tel. Tu vois, typiquement, je me souviens quand on nous réclamait un buff de IQ, je savais que Valkyrie arrivait. Et il fallait surtout pas toucher à IQ parce qu'on savait que Valkyrie avait était un contre automatique, etc. Donc il y a des choses que l'on doit laisser en gestation, puis on se permet à chaque fois de laisser en fait du temps d'observation. Aujourd'hui, Kavera, on l'a spoté, hein, on le sait, elle n'est pas pique en Pro League, etc. Mais nous, on va réfléchir dessus à ça, mais on va surtout voir ce qui va se passer sur la saison 4 et puis les autres patchs que l'on va faire avant de commencer à agir dessus. D'accord. Donc on a besoin de voir les choses s'installer. Voilà, Capitao, c'était aussi une surprise pour nous, on a besoin de faire des mesures, on a beaucoup de tracking qui se fait derrière. Voilà, il y a un temps de gestion, c'est pareil, c'est la même chose, tu vois, que pour le correctif du jeu, pas dans l'urgence. Ok. D'ailleurs, on parle de Valkyrie. Si à un moment ou à un autre, vous pouvez me mettre en contact avec la personne dont vous êtes inspiré pour concevoir Valkyrie, moi je dis oui, c'est la femme de ma vie. Elle est un bijou. Et un autre point aussi, pour le balancing, il est ouvertement, il y a une forme de débalance qui nous intéresse. Il y a un article qu'on avait vu, c'était l'espèce de débalance parfaite. C'est un peu ce que ou la balance imparfaite, c'est un peu ce que l'on cherche en fait. C'est-à-dire que c'est pas très grave si un opérateur est mis de côté. C'est la méta du moment. Les joueurs auront écrit eux-mêmes la méta, puis nous on lit cette méta, et derrière, on va faire en sorte de re-challenger les joueurs, de faire en sorte qu'ils pensent différemment dans l'avenir, etc. Et c'est ça qui est passionnant. Les joueurs vont en permanence trouver les failles, le système, etc. La meilleure optime possible pour l'avenir. Ok. Les DLC et les saisons in-game, du coup, sont calés sur les saisons de Pro League, la compétition e-sport que vous avez lancée en partenariat avec ESL il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous donner votre impression générale sur justement cette Pro League? Alors, moi, de ce que je regarde sur la Pro League, en fait, c'est l'écriture de la méta. Aujourd'hui, moi, je l'utilise en tant que développeur. Je suis pas un joueur qui a le niveau, en tout cas, pour parler à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui m'intéresse dedans, c'est débusquer une méta qui n'est pas celle de Monsieur Tout le Monde. Le jeu en Pro League n'est pas celui de Monsieur Tout le Monde, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le sait, pour des jeux qui se veulent compétitifs, souvent, on se doit d'avoir observé la méta de la Pro League pour pouvoir en fait parler au plus grand nombre, même si la méta est différente. Donc aujourd'hui, pour moi, dans cette première année, ce que je sors surtout à mon niveau, c'est une espèce de laboratoire formidable pour observer toutes les métas se produire à grande vitesse, pour regarder ce qui est pris, ce qui est rejeté, etc.
Pour moi, c'est ça. Ma première urgence cette année, en tout cas, c'est d'installer un jeu le plus simple possible. Je sais qu'en travaillant avec cette Pro League, c'est un accélérateur incroyable pour faire des leviers aussi en interne sur le développement et l'amélioration de ces points-là. Donc c'est ça que je prends en tout cas de cette Pro League pour cette première année. Le rêve après, c'est de la faire exploser cette Pro League à l'avenir, dans le futur. Ok. Mais à mon niveau en tout cas, en tant que directeur créatif, pour moi, cette première année, c'est un laboratoire de travail. Ok. Merci beaucoup Xavier pour tes réponses et ta disponibilité. C'était un plaisir de discuter de ça avec toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais un petit mot à adresser aux baguettes qui suivent de près la Pro League justement et qui sont à fond sur le jeu et qui sont à mes yeux l'une des plus chouettes communautés que j'ai pu rencontrer dans le jeu vidéo? Alors c'est ce que je te disais juste avant qu'on commence l'interview. Ce qui est drôle, c'est que cette communauté m'a fait switcher. Je regardais les canaux US traditionnels quand je regardais toutes les compétitions, puis j'ai complètement switché en fait à vous regarder, à vous suivre, à regarder aussi la commu française plus que de raison et de nature, déjà parce que ça me fait rire. Et puis autre point, la maturité. Il y a quelque chose aussi que je perçois, que nous on traquait, que l'on voulait depuis un certain temps. Même si on fait du jeu vidéo, même si on parle à des âges très variés, on voulait toujours prendre nos joueurs comme des adultes affirmés et présents et sans faire de tutoiement abusif ou toute cette espèce d'habillage qu'on peut trouver parfois autour du jeu vidéo très très fun, etc. Nous on voulait toujours parler à des gens responsables, des gens éduqués, et c'est ce que je vois, je constate, ça me fait plaisir en tout cas de voir que la communauté elle-même s'en ressort comme ça. De la commu baguette jusqu'au Reddit, je suis assez fier en fait des gens qui nous suivent. La commu FR, on a peut-être un peu travaillé pour qu'elle soit aussi soudée et aussi mature comme tu dis, mais maintenant c'est un truc qui se fait tout seul et c'est un régal de les retrouver pour les lives de Pro League ou d'autres matchs quoi. Enfin, tu sens qu'il y a une réelle passion et beaucoup de... Tu sais quoi, le jeu, je te l'ai dit tout à l'heure, ces paramètres, on voulait que les joueurs réfléchissent. Je pense qu'il n'y a pas de hasard en fait. Tu mérites la communauté que tu designes presque dans tes règles de jeu. Donc quand tu fais un jeu d'échecs, t'attires à un moment donné une population différente. C'est la forme de pensée différente et c'est ce que l'on a aujourd'hui. Mais ça rejoint finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur les DLC, c'est que vous avez une politique assez saine à la base qui doit d'une manière ou d'une autre se ressentir sur la communauté qu'il y a en face, qui à mes yeux est relativement très saine. En amont, ça joue sur ce qu'on a derrière. Exactement.